Tu dois comprendre quelque chose, Hélène. Ce ménage fonctionne sur une structure, et la structure exige des règles. Mon mari se tenait près de l'îlot central de la cuisine, une simple feuille de papier à la main, lisant comme s'il présentait un rapport d'entreprise à des actionnaires. J'étais assise en face de lui, mon café refroidissant entre mes mains, l'observant avec une immobilité que j'avais perfectionnée au cours de cette année de mariage. La lumière du matin filtrait par la fenêtre de notre maison à Lyon, projetant de longues ombres sur le plan de travail en granit. Et je me souviens avoir pensé à quel point tout semblait ordinaire pour un moment qui allait changer ma vie entière à jamais. Je m'appelle Hélène. J'ai 32 ans. Et jusqu'à ce mardi matin de début octobre, je m'étais convaincu que mon mariage était difficile mais gérable, éprouvant mais surmontable. Je travaillais comme comptable confirmé à la Manufacture des Alpes, une entreprise qui produisait des équipements d'emballage industriel pour des usines à travers la région Rhône-Alpes. C'était un travail stable, exigeant lors des clôtures trimestrielles. Mais j'étais doué pour ça. J'avais construit quelque chose là-bas en 8 ans, une réputation de fiabilité et de précision, une carrière qui comptait pour moi-même lorsque tout le reste semblait incertain. Mon mari, Tristan, travaillait comme délégué pharmaceutique, ce qui signifiait qu'il voyageait fréquemment et gagnait bien sa vie. Il s'assurait que je n'oublie jamais quel revenu était le plus élevé. Bien que l'écart entre nos salaires ne fût pas aussi important qu'il aimait le laisser entendre, ses commissions variaient énormément d'un trimestre à l'autre. Alors que mon salaire stable fournissait la fondation dont notre ménage dépendait réellement. Règle numéro 1, poursuivit Tristan, sa voix mesurée et calme, comme s'il lisait des articles sur une liste de courses plutôt que de dicter les conditions de mon existence. Tous les achats ménagers supérieurs à 50 € nécessitent une discussion et mon approbation avant d'être effectués. Cela inclut les vêtements, les articles ménagers et toutes les dépenses personnelles. J'ai cligné des yeux, mais je n'ai rien dit. Nous étions mariés depuis 7 ans, ensemble depuis 9 ans au total. Durant cette période, j'avais vu l'homme dont j'étais tombé amoureuse se transformer lentement en quelqu'un que je reconnaissais à peine. Les changements avaient été si progressifs, si soigneusement déguisés en préoccupation, en sang pratique ou en amour que je me demandais souvent si je les imaginais. Mais assise là, à l'écouter réciter des règles pour mon comportement comme si j'étais une employée recevant un plan d'action disciplinaire, je ne pouvais plus prétendre que tout était normal. Règle numéro 2, le dîner sera servi à 19h30 chaque soir lorsque je suis à la maison. Les exceptions à cet horaire nécessitent un préavis et une raison valable, que j'évaluerai. Tristan avait toujours été pointilleux sur les choses. Quand nous avons commencé à sortir ensemble, je trouvais cela charmant, voire attirant. Il savait exactement ce qu'il voulait dans la vie, prenait des décisions rapidement et avec confiance, et semblait avoir tout en main d'une manière qui impressionnait ma version plus jeune. J'avais 23 ans quand nous nous sommes rencontrés à l'anniversaire d'un ami, fraîchement sorti de l'université et cherchant encore à savoir qui j'étais et ce que je voulais. Il avait 28 ans, établi dans sa carrière, confiant dans ses opinions, et il m'avait choisi. À l'époque, cela ressemblait à tout ce dont j'avais besoin. Règle numéro 3, le salon et la cuisine doivent être nettoyés et rangés avant le coucher chaque soir, peu importe à quel point tu es fatigué ou quelles circonstances pourraient survenir pendant la journée. Je m'attends à me réveiller dans une maison ordonnée. La liste continuait, chaque règle énoncée avec la même autorité calme. La règle numéro 4 abordait mes choix vestimentaires pour les événements sociaux, exigeant son approbation avant que je porte quoi que ce soit qu'il juge inapproprié. La règle numéro 5 dictait la fréquence à laquelle je pouvais rendre visite à ma mère, qui vivait à 40 minutes de là, à Villefranche-sur-Saône, me limitant à 2 fois par mois sauf si je recevais une permission spéciale. La règle numéro 6 exigeait que je l'informe de tout collègue masculin avec qui j'interagissais régulièrement, en fournissant les noms et la nature de nos relations professionnelles. La règle numéro 7 exigeait que je réponde à ces SMS dans les 15 minutes pendant les heures de travail. À la règle numéro 10, quelque chose en moi était devenu très silencieux. Ce n'était pas de la colère. Pas encore. C'était plutôt comme le moment avant une tempête, quand la pression de l'air chute et que tout devient anormalement immobile, quand les oiseaux cessent de chanter et que le vent tombe à rien. J'avais passé des années à trouver des excuses à son comportement, me disant que chaque mariage nécessitait des compromis, que son besoin de contrôle venait de l'anxiété, de blessures d'enfance ou simplement du désir de vouloir le meilleur pour nous. Mais en l'écoutant énumérer 15 façons distinctes dont j'étais censé modifier mon existence pour satisfaire ses préférences, j'ai enfin entendu ce qu'il disait depuis le début. Je n'étais pas sa partenaire. J'étais un problème à gérer. Règle numéro 15, conclut Tristan,
posant le papier sur le comptoir avec une satisfaction évidente quant à sa propre minutie. Toutes les décisions ménagères affectant notre espace partagé ou notre routine quotidienne seront prises conjointement avec mon approbation finale sur toutes les questions où nous serions en désaccord. Il m'a regardé alors, attendant ma réponse avec une expression d'attente plaisante. Son visage était presque amical, comme s'il venait de proposer une destination de vacances ou de suggérer un nouveau restaurant pour le dîner plutôt que de livrer un manifeste pour ma subordination complète. J'ai étudié ses traits, le visage que j'avais embrassé des milliers de fois, le visage auprès duquel j'avais cru un jour vieillir, et j'ai senti quelque chose de fondamental bouger au fond de ma poitrine. Puis-je ajouter juste une petite chose, ai-je demandé doucement, ma voix stable malgré mon cœur qui s'emballait. Tristan inclina légèrement la tête, surpris, mais clairement pas mécontent de mon ton coopératif. Il s'attendait probablement à de la gratitude pour ses efforts d'organisation, ou peut-être à des objections larmoyantes qu'il pourrait facilement rejeter comme une réaction émotionnelle excessive. Une simple demande de participer au processus devait lui sembler parfaitement inoffensive. Bien sûr, dit-il généreusement, écartant les mains dans un geste d'ouverture. Le mariage est un partenariat après tout. Je veux que tu te sentes incluse là-dedans. L'ironie de cette déclaration planait entre nous comme la fumée d'un feu qu'aucun de nous n'avait reconnu comme brûlant. J'ai pris une lente inspiration, et à ce moment-là, j'ai pris une décision qui allait finalement démanteler tout ce qu'il avait soigneusement construit. Je ne savais pas encore comment tout cela allait se dérouler, comment son système de contrôle méticuleusement construit s'effondrerait pièce par pièce, ou comment je retrouverais enfin le chemin vers moi-même après des années à m'être perdu. Je savais seulement avec une certitude soudaine et complète que j'avais fini de jouer un rôle pour lequel je n'avais jamais auditionné. Ce que Tristan ne comprenait pas, ce qu'il ne pouvait pas concevoir depuis sa position d'autorité présumée, c'est que le contrôle ne fonctionne que lorsque quelqu'un accepte d'être contrôlé. Et assise dans notre cuisine ce matin d'octobre, le regardant admirer son propre reflet dans l'illusion de pouvoir qu'il avait créé, j'ai réalisé que j'avais cessé d'être d'accord il y a longtemps. J'avais simplement eu trop peur de le dire à haute voix. Cette peur a pris fin avec sa 15e règle. Les règles n'étaient pas apparues du jour au lendemain, bien sûr. Rien dans mon mariage ne s'était produit soudainement. Tout s'était infiltré lentement, comme l'eau s'infiltre à travers les fissures d'une fondation, invisible jusqu'à ce que soudainement toute la structure soit compromise et menace de s'effondrer. Quand j'essaie de remonter au début du contrôle de Tristan, je me retrouve perdu dans un brouillard de petits moments qui semblaient insignifiants à l'époque, mais qui se révèlent maintenant comme la fondation délibérée de quelque chose de beaucoup plus sombre. Lors de notre première année de mariage, Tristan a suggéré que j'arrête de porter une certaine robe rouge qu'il trouvait trop révélatrice pour une femme mariée. Je me souviens en avoir ri à l'époque, pensant que c'était mignon qu'il se sente protecteur envers moi, qu'il se soucie assez de notre relation pour avoir des opinions sur la façon dont je me présentais au monde. J'ai donné la robe à une association caritative sans véritable argument, me disant que c'était une petite chose, qui ne valait pas la peine de se battre. Ce n'était qu'une robe. Lors de notre 2e année ensemble, il a mentionné nonchalamment au cours d'un dîner un soir que mon amie Béatrice semblait être une mauvaise influence pour moi. Elle était trop bruyante, disait-il. Trop opiniâtre, trop prompte à contester les choses. Il avait remarqué que je semblais toujours plus difficile à aborder après avoir passé du temps avec elle, plus argumentative, moins agréable. Il disait cela avec de l'inquiétude dans la voix, comme s'il s'inquiétait pour mon bien-être plutôt que d'être menacé par ma connexion avec quelqu'un qui m'encourageait à avoir mes propres pensées. J'ai vu Béatrice moins fréquemment après cette conversation. C'était plus facile que de se disputer. À notre 3e année de mariage, je ne la voyais plus du tout. Elle a envoyé des cartes d'anniversaire pendant un moment, puis a arrêté. Je me suis dit que nous nous étions simplement éloignés, comme le font parfois les amitiés d'adultes. Je ne me suis pas autorisé à reconnaître que Tristan l'avait soigneusement élagué de ma vie comme un jardinier, enlevant les branches qui bloquaient sa vue préférée. Les suggestions sont devenues des préférences au fil du temps. Les préférences sont devenues des attentes, et les attentes sont finalement devenues des règles, bien qu'elles n'aient jamais été appelées par ce mot jusqu'à maintenant. Tristan avait un don pour présenter le contrôle comme de la préoccupation, pour faire passer les restrictions pour de la protection, pour déguiser les exigences en demandes raisonnables d'un mari aimant. Quand il insistait pour revoir nos finances seules chaque mois, c'était parce qu'il voulait me protéger du stress. Quand il remettait en question mes amitiés avec des collègues masculins, c'était parce qu'il s'inquiétait pour ma réputation professionnelle dans une entreprise qui pourrait ne pas comprendre les relations innocentes. Quand il critiquait ma cuisine, mon ménage, ma gestion du temps,
mes choix vestimentaires, de divertissement ou de sujets de conversation, s'était toujours livré avec un sourire doux et l'assurance patiente qu'il essayait seulement de m'aider à devenir la meilleure version de moi-même. Ma mère a remarqué ce qui se passait avant moi. Elle avait toujours eu l'œil pour repérer les problèmes, même quand je refusais de les voir. Lors d'une de mes visites de plus en plus rares chez elle à Villefranche, elle s'est assise en face de moi à sa table de cuisine usée, la même table où j'avais fait mes devoirs enfants, et elle a étudié mon visage avec le genre d'attention que seules les mères possèdent. « Tu sembles plus petite, d'une certaine manière », a-t-elle dit doucement, ses mains enroulées autour d'une tasse de thé qui avait refroidi depuis longtemps. J'ai ri et j'ai tapoté mon ventre, supposant qu'elle parlait de mon poids, que Tristan surveillait par des commentaires subtils sur la taille des portions et des suggestions selon lesquelles je me sentirais peut-être mieux dans ma peau si je perdais quelques kilos. Sa mère avait été mince, me rappelait-il souvent. Sa sœur surveillait attentivement ce qu'elle mangeait. Les femmes de sa famille tiraient fierté de leur apparence, mais ma mère secoua la tête lentement, ses yeux ne quittant jamais mon visage. Pas ton corps, ma chérie. Ton esprit, ta présence. Tu remplissais une pièce quand tu y entrais. Tu avais cette énergie, cette lumière. Maintenant, tu occupes à peine ta propre chaise. Tu t'excuses avant même de parler. Ce n'est pas la fille que j'ai élevée. J'ai rejeté son inquiétude avec une aisance rodée, de la façon dont j'avais appris à rejeter toute observation qui menaçait le récit prudent que j'avais construit pour survivre à mon mariage. Ma mère était, vieille France, me disais-je sur le trajet du retour. Elle ne comprenait pas les relations modernes. Elle ne connaissait pas Tristan comme moi. Elle ne pouvait pas voir à quel point il m'aimait, à quel point il travaillait dur pour prendre soin de notre famille, comment ses suggestions étaient destinées à aider plutôt qu'à blesser. Mais elle avait raison. J'étais devenue plus petite. Ma voix était devenue plus silencieuse année après année. Mes opinions moins nombreuses et plus soigneusement filtrées. Ma présence dans ma propre vie réduite à l'ombre de la femme que j'avais été autrefois. Tristan n'avait pas accompli cette transformation par la violence ou une cruauté évidente. Rien que je puisse pointer du doigt et nommer comme de l'abus. Il l'avait fait par un millier de petites coupures, chacune si petite que je remarquais à peine le saignement jusqu'à ce que je regarde en bas un jour et réalise que j'avais presque entièrement disparu. Au travail, je maintenais une version différente de moi-même, bien que même cette version se soit ternie au fil des ans. Mes collègues à la Manufacture des Alpes me connaissaient comme compétente et fiable, parfois drôle quand le stress des rapports financiers trimestriels exigeait un peu de légèreté au bureau. Ma superviseure, une femme nommée Dominique, qui était dans l'entreprise depuis plus de 2 décennies, avait mentionné plus d'une fois qu'elle voyait en moi un potentiel de leadership. Elle m'encourageait à postuler pour des promotions, à prendre davantage la parole lors des réunions, à prendre en charge des projets qui mettraient en valeur mes capacités. Je détournais toujours ces commentaires avec un humour autodérisionnaire. Non pas parce que je ne voulais pas d'avancement, mais parce que je savais instinctivement que Tristan verrait toute promotion comme une menace pour sa position dans notre mariage. Son identité dépendait du fait d'avoir plus de succès que moi, de gagner plus d'argent, d'avoir la carrière qui comptait, tandis que la mienne restait sagement secondaire. Il avait rendu cette dynamique douloureusement claire lorsque l'on m'avait proposé un poste de chef d'équipe 2 ans après notre mariage. L'augmentation de salaire était modeste mais significative et le rôle aurait élargi mes responsabilités d'une manière qui m'excitait vraiment. Je suis rentré ce soir-là prête à célébrer, une bouteille de vin à la main et la joie bouillonnant dans ma poitrine. J'avais travaillé si dur pour cette opportunité et quelqu'un l'avait enfin remarqué. Tristan a écouté ma nouvelle avec une immobilité étrange qui aurait dû m'avertir. Puis il a commencé à poser des questions, sa voix douce et apparemment raisonnable. Combien d'heures supplémentaires ce poste exigerait-il ? Y aurait-il des déplacements ? Qui s'occuperait de la préparation du dîner si j'étais soudainement si occupée et importante au travail ? Qui ferait tourner la maison correctement ? Avais-je réfléchi à la façon dont cela pourrait affecter notre relation, nos projets de fonder une famille un jour, notre vie ensemble ? À la fin de cette conversation, je m'étais convaincu que la promotion ne valait pas la perturbation qu'elle causerait. J'ai décliné le poste le lendemain matin, citant des raisons personnelles sur lesquelles je ne me suis pas étendu, et j'ai vu quelque chose s'éteindre dans les yeux de Dominique que j'ai reconnu comme de la déception. Elle ne m'a jamais poussé à m'expliquer, mais elle n'a plus jamais mentionné de potentiel de leadership pendant longtemps après cela. Ce souvenir m'est revenu avec force alors que Tristan finissait de lire sa liste de 15 règles. J'ai pensé à toutes les opportunités que j'avais abandonnées au fil des ans, les amitiés que j'avais délaissées, les morceaux de moi-même que j'avais tranquillement enterrés pour maintenir la paix dans un foyer qui n'avait jamais vraiment semblé paisible.
j'ai pensé aux mots de ma mère, au fait de remplir des pièces, à la femme que j'étais avant d'apprendre à me rendre assez petite pour tenir dans l'espace étroit des attentes de Tristan. Les 15 règles n'étaient pas un territoire nouveau pour notre mariage. C'était simplement la première fois qu'il était assez audacieux pour les écrire, pour officialiser le contrôle qu'il exerçait depuis des années par des moyens plus doux. Peut-être se sentait-il assez en sécurité maintenant pour arrêter de faire semblant. Peut-être avait-il finalement réalisé que je ne partirais pas, que j'étais devenue trop dépendante de lui, trop isolée d'autres systèmes de soutien, trop diminuée pour imaginer une vie sans la structure qu'il fournissait. Quel que soit son raisonnement, il avait fait une erreur de calcul critique ce matin-là. Il croyait que son contrôle était complet et permanent. Il ne réalisait pas qu'il avait toujours dépendu entièrement de ma coopération, de ma volonté d'être contrôlé, de mon acceptation de son autorité comme naturelle et juste, et j'étais sur le point de retirer cette coopération de façon permanente. Tristan a souri en attendant mon ajout à ses règles, sa posture détendue et confiante, certain dans l'assurance absolue que quoi que je propose, ce serait petit et facilement rejeté ou modifié pour convenir à ses préférences. Il avait passé 7 ans à m'entraîner à demander la permission, à formuler mes besoins comme d'humbles requêtes plutôt que des demandes légitimes, à accepter son jugement comme final sur toute question d'importance. Il s'attendait à ce que je suive le modèle établi, que je propose quelque chose d'inoffensif qu'il pourrait gracieusement approuver, renforçant ainsi sa position d'autorité bienveillante dans notre mariage. J'aimerais ajouter une règle, ai-je dit, gardant ma voix stable et calme, correspondant à son ton professionnel. Juste un petit ajout. Toute règle que l'un de nous crée doit s'appliquer équitablement à nous deux. Les mêmes normes, les mêmes attentes, la même responsabilité. Les mots restèrent suspendus dans l'air entre nous, simples et propres, presque élégants dans leur franchise. J'ai observé attentivement le visage de Tristan pendant qu'il les traitait, j'ai vu la brève lueur de confusion traverser ses traits avant que son sourire ne revienne, légèrement crispé maintenant au coin. Bien sûr, dit-il lentement, hochant la tête comme si j'avais suggéré quelque chose de parfaitement raisonnable qu'il avait simplement oublié d'inclure. Cela semble assez juste. Je n'ai aucun problème avec l'égalité. Il pensait être généreux en acceptant. Il pensait démontrer l'équité et le caractère raisonnable qu'il avait toujours prétendu incarner, mais il n'avait pas encore compris ce que je disais vraiment, ce que les implications de ma simple règle signifiaient réellement pour tout son système de contrôle. Ces règles étaient conçues spécifiquement pour me limiter, pour restreindre mon autonomie, pour me garder gérable, prévisible et dépendante de son approbation. Si ces mêmes règles s'appliquaient à lui avec une force égale, tout son cadre s'effondrerait sous le poids de sa propre hypocrisie. Donc, si les achats ménagers de plus de 50 € nécessitent une discussion et une approbation, ai-je poursuivi, ma voix toujours calme et mesurée, alors tes achats nécessitent la même discussion et la même approbation de ma part. Si mes choix vestimentaires nécessitent ton évaluation avant les événements sociaux, alors tes choix vestimentaires nécessitent mon évaluation aussi. Si mes amitiés et mes interactions avec mes collègues doivent être surveillées et signalées, alors les tiennes le doivent aussi, avec le même détail et la même transparence. La mâchoire de Tristan se crispa presque imperceptiblement, mais je l'ai remarqué. Si je dois t'informer de mes allées et venues tout au long de la journée et demander la permission pour les visites à ma famille, alors tu dois m'informer et demander la permission pour tes voyages d'affaires, tes dîners clients, tes soirées avec des collègues. Chaque attente, chaque restriction, chaque exigence s'applique à nous deux équitablement, ou elle ne s'applique à aucun de nous du tout. Le silence qui suivit s'étira entre nous, épais de tension, rempli seulement par le doux bourdonnement du réfrigérateur et le bruit lointain de la tondeuse à gazon d'un voisin quelque part dans la rue. Je pouvais voir Tristan calculer derrière ses yeux, cherchant un moyen de rejeter mon ajout sans paraître contredire l'équité qu'il venait de prétendre soutenir. Il était doué pour la manipulation, pour déformer les conversations jusqu'à ce que j'oublie ce que je voulais à l'origine. Mais cette fois, je l'avais coincé avec sa propre logique. « Hélène, tu es délibérément difficile, dit-il finalement, son calme commençant à se fissurer sur les bords. Tu sais que ce n'est pas ce que je voulais dire quand j'ai créé ces directives. Je suis juste, ai-je répondu simplement. Je pensais que le mariage était un partenariat. C'est ce que tu as dit il y a un instant. Utiliser ses propres mots contre lui était un risque calculé. Tristan ne réagissait pas bien au défi, et j'avais appris il y a longtemps à éviter la confrontation directe autant que possible. Sa colère pouvait être froide et coupante, maniée comme un instrument chirurgical précis conçu pour me faire douter de mes propres perceptions de la réalité. Mais quelque chose avait fondamentalement changé en moi pendant la lecture de ces 15 règles. La femme qui avait passé des années à s'adapter à chacune de ses préférences,
à s'excuser pour sa propre existence et à se faire toute petite pour éviter les conflits était toujours présente en moi. Mais elle n'avait plus le contrôle de mes actions. Une autre partie de moi avait pris le relais, la partie dont ma mère se souvenait, la partie qui remplissait autrefois les pièces d'énergie et de lumière. Tristan se leva brusquement de son siège, repoussant l'îlot de cuisine avec assez de force pour que son tabouret racle bruyamment contre le sol carrelé. « Cette conversation est terminée pour le moment, annonça-t-il, la voix dure. Nous en discuterons plus tard ce soir quand tu auras eu le temps de penser plus clairement à ce que tu dis. » C'était une tactique familière, une que j'avais vue d'innombrables fois auparavant. Lorsque le contrôle direct ne parvenait pas à obtenir le résultat souhaité, il se retirait dans la condescendance, laissant entendre que tout désaccord de ma part était la preuve d'une confusion ou d'une instabilité émotionnelle qui passerait avec le temps. Pendant des années, cette approche avait parfaitement fonctionné. Je passais des heures à douter de moi-même, à rejouer la conversation dans mon esprit, à identifier toutes les façons dont j'avais pu être déraisonnable ou injuste. Finalement, je m'excusais d'avoir réagi de manière excessive et j'acceptais tout ce qu'il avait exigé à l'origine, reconnaissante pour sa patience face à mes limites émotionnelles. Mais j'étais profondément fatigué de suivre ce scénario. Il m'avait déjà volé des années de ma vie. Prends tout le temps dont tu as besoin, ai-je dit sans bouger de mon siège. Mais ma règle tient toujours. Si tu veux 15 règles pour ce mariage, elles s'appliquent à nous deux équitablement et sans exception. Sinon, il n'y a pas de règle du tout. C'est ma seule condition. Tristan m'a regardé, et pour la première fois de tout notre mariage, j'ai vu quelque chose dans ses yeux que je n'avais jamais vu auparavant. Ce n'était pas simplement de la colère, bien que la colère fût certainement présente sous la surface. C'était de la peur, brute, inattendue et mal dissimulée. Il avait peur de moi, de cette version de moi qui parlait calmement et refusait de plier. Tout son sentiment de sécurité et d'identité dépendait de ma conformité constante. Et je venais de faire comprendre sans ambiguïté que ma conformité n'était plus quelque chose sur quoi il pouvait compter. Il quitta la cuisine sans un autre mot, et j'entendis ses pas lourds dans l'escalier alors qu'il se retirait dans notre chambre et fermait fermement la porte derrière lui. Je suis resté assis seul à l'îlot avec mon café froid, mon cœur battant fort contre mes côtes, mais mes mains parfaitement stables. Et j'ai compris avec une clarté soudaine que je venais de franchir une ligne qui ne pourrait jamais être refranchie. Les règles ne le sauveraient pas maintenant. Son système de contrôle soigneusement construit avait toujours dépendu de ma volonté d'accepter des termes inégaux, de croire que son autorité était naturelle et que ma soumission était à la fois raisonnable et nécessaire. En exigeant l'égalité, j'avais exposé l'injustice fondamentale au cœur de tout ce qu'il avait passé des années à construire. Il ne pouvait pas maintenir 15 règles conçues pour me restreindre tout en acceptant que ces mêmes règles s'appliquent à lui-même. Tout le cadre devrait être abandonné, ou il devrait admettre ouvertement qu'il croyait mériter un pouvoir sur moi que je ne méritais pas sur lui. Je ne savais pas encore ce qui allait suivre. Je ne savais pas s'il allait passer à la colère, se retirer dans un silence froid ou tenter de négocier un compromis qui préserverait son contrôle essentiel tout en semblant m'accorder des concessions. Mais je savais, avec une certitude qui s'ancrait profondément dans mes os et ne serait pas ébranlée, que j'avais finalement cessé d'accepter de participer à ma propre diminution. Quoi qu'il arrive à partir de ce moment, je l'affronterai en étant pleinement moi-même, entière et présente, ne voulant plus disparaître pour le confort ou la convenance de qui que ce soit d'autre. Ma seule règle avait fissuré la fondation de son contrôle. Maintenant, je resterai ferme et regarderai attentivement pour voir ce qui tomberait. Les jours suivant mon ultimatum furent étranges et tendus, remplis de silence qui ressemblait à une respiration retenue avant une confrontation inévitable. Tristan n'a plus mentionné les règles directement, mais je sentais qu'il m'observait constamment, calculant, cherchant des signes de faiblesse ou de regret qui pourraient indiquer que j'étais prête à revenir sur ma position. Il avait construit sa compréhension de tout notre mariage sur l'hypothèse que je finirais toujours par céder à ses préférences, et mon refus de le faire cette fois l'avait terriblement déséquilibré, d'une manière qu'aucun de nous ne comprenait encore pleinement. J'allais travailler chaque matin à la Manufacture des Alpes et je rentrais chaque soir dans une maison qui semblait fondamentalement différente, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle, attendant de voir ce qui se passerait ensuite entre nous. Tristan restait civil, mais distinctement distant, ne me parlant que lorsque c'était absolument nécessaire, ses mots coupants, prudents et dénués de chaleur. J'ai immédiatement reconnu ce comportement de conflit précédent dans notre mariage. C'était le retrait froid qu'il déployait pour me punir de toute désobéissance perçue, le traitement silencieux conçu pour me faire sentir isolée et anxieuse jusqu'à ce que je m'excuse pour ce que j'avais fait pour lui déplaire et que je travaille désespérément pour rétablir la connexion. Dans le passé,
ce traitement m'aurait fait sombrer dans la panique en quelques heures. J'aurais passé des nuits blanches à analyser chaque mot que j'avais prononcé, cherchant où j'avais eu tort, composant des excuses dans ma tête pour des crimes que je ne pouvais pas tout à fait nommer. Je l'aurais approché timidement, demandant ce qui n'allait pas, offrant de faire des compromis, désespéré de remettre les choses en ordre entre nous à presque n'importe quel prix pour moi-même. Son silence était une arme, et elle avait toujours fonctionné exactement comme prévu. Mais quelque chose avait fondamentalement changé dans l'architecture de mon esprit. Je ne me sentais plus désespéré d'avoir son approbation. Je me sentais clair à la place. Clair sur ce dont j'avais besoin. Clair sur ce que je méritais. Clair sur le fait que son silence était son problème à résoudre, pas le mien à réparer. Au bureau, je me suis surprise à accomplir mon travail avec une concentration et un engagement que je n'avais pas connus depuis plusieurs années. Des chiffres qui avaient semblé fastidieux et épuisants sont soudainement redevenus intéressants. Des problèmes qui m'avaient frustré se présentaient maintenant comme des puzzles que j'étais véritablement capable de résoudre. Je suis resté tard un soir pour terminer un rapprochement complexe qui traînait sur mon bureau. Non pas parce que quelqu'un me l'avait demandé, mais parce que je voulais le voir correctement terminé. Quand j'ai finalement conduit pour rentrer chez moi à travers les rues sombres, j'ai senti quelque chose d'inconnu s'agiter dans ma poitrine. Il m'a fallu plusieurs minutes pour l'identifier comme de la satisfaction. Dominique a remarqué le changement en moi lors de notre réunion de suivi hebdomadaire ce vendredi après-midi. Elle s'est penchée en arrière sur sa chaise et m'a étudié avec une curiosité non dissimulée, ses lunettes de lecture repoussées dans ses cheveux argentés. « Vous semblez différente ces derniers temps », a-t-elle observé prudemment. Plus présente d'une certaine manière, plus engagée avec ce qui se passe autour de vous. Est-ce que quelque chose a changé? J'ai souri, mais je n'ai offert aucune explication détaillée. Comment pourrais-je lui dire que j'avais passé les 7 dernières années à m'effacer lentement pour plaire à un homme qui ne serait jamais satisfait et que j'avais finalement décidé d'arrêter? Comment pourrais-je expliquer que quelque chose d'aussi apparemment simple que d'exiger l'égalité dans mon propre mariage m'avait reconnecté à une version de moi-même dont j'avais presque oublié l'existence? Au lieu d'expliquer, je lui ai posé des questions sur les opportunités d'avancement au sein du département. Les sourcils de Dominique se sont levés avec une surprise évidente, et j'ai vu un plaisir sincère remplacer la surprise dans son expression presque immédiatement. Je me demandais quand vous demanderiez enfin à ce sujet, a-t-elle dit, un sourire s'étalant sur son visage. Il y a un poste d'analyste senior qui s'ouvre le trimestre prochain lorsque Grégoire prendra sa retraite. Je pense que vous seriez une excellente candidate pour ce poste. Honnêtement, je le pense depuis des années. Il y a 2 ans, 3 ans, j'aurais immédiatement commencé à construire des raisons élaborées pour lesquelles je ne pourrais pas accepter un tel poste, anticipant les objections de Tristan avant même qu'elles ne soient exprimées. J'aurais saboté ma propre opportunité pour maintenir la paix à la maison. Maintenant, j'ai simplement hoché la tête pensivement et lui ai demandé de me tenir informé du processus de candidature. La décision m'appartiendrait en fonction de ce que je voulais réellement pour ma propre vie, et non de ce que quelqu'un d'autre pourrait gracieusement me permettre de poursuivre. Ce soir-là, je suis rentré à la maison pour trouver Tristan assis dans le salon, m'attendant. La liste des 15 règles était étalée sur la table basse devant lui, et il a levé les yeux quand je suis entré avec une expression que je l'avais rarement vu porter auparavant. Il semblait incertain, presque vulnérable, comme si le sol sous ses pieds avait bougé sans avertissement. J'ai réfléchi, a-t-il dit lentement, sa voix soigneusement contrôlée. À propos de ce que tu as dit l'autre matin, à propos de l'application égale. J'ai posé mon sac de travail et suis resté debout près de l'entrée, lui laissant de l'espace pour continuer tout en maintenant ma propre distance. Certaines de ces règles pourraient avoir besoin d'être ajustées, a-t-il admis, et les mots semblaient lui coûter un effort important. J'ai peut-être été trop rigide dans mon approche initiale de la situation. C'était un territoire sans précédent pour notre mariage. En 7 ans ensemble, je pouvais compter sur les doigts d'une main le nombre de fois où Tristan avait reconnu avoir même légèrement tort sur quoi que ce soit. Son identité était construite sur la certitude, sur le fait de toujours savoir mieux, sur le fait d'être l'autorité à laquelle les autres se soumettaient. Tout aveu d'erreur lui semblait être une menace existentielle. Mon premier instinct fut le soulagement, un battement d'espoir que peut-être cette crise avait déclenché une véritable introspection, que peut-être il était capable de changer après tout. Mais j'avais appris par une expérience douloureuse à être prudente avec l'espoir. L'espoir m'avait gardé piégé pendant des années, croyant toujours que les choses s'amélioreraient, attendant toujours que la meilleure version de Tristan émerge. Quelles règles ajusterais-tu spécifiquement, ai-je demandé, gardant ma voix neutre.
Tristan fit un geste vague vers le papier sur la table. Celle sur tes vêtements, peut-être? Celle-là pourrait avoir été excessive. Et les limites de visite pour ta mère. Je peux voir comment cela a pu sembler contrôlant plutôt que pratique. Il offrait des miettes, ai-je réalisé avec une clarté soudaine. Il espérait que de petites concessions sur des questions relativement mineures me satisferaient, que j'interpréterais sa volonté de plier sur des questions périphériques comme un changement significatif et fondamental. Il voulait que j'abandonne mon insistance sur l'égalité en échange de restrictions légèrement assouplies. C'était une tactique de négociation, une qu'il employait probablement avec succès dans son travail de visiteur médical chaque semaine. Céder un peu sur les choses qui ne comptent pas. Tout prendre sur les choses qui comptent. Faire sentir à l'autre partie qu'elle a gagné pendant que vous sécurisez vos objectifs essentiels. Je l'avais regardé négocier avec des vendeurs et des clients lors d'événements sociaux. Je savais exactement ce qu'il faisait. Qu'en est-il de la règle numéro 1, ai-je demandé calmement. La surveillance financière nécessitant ton approbation pour tout achat que je fais. Sa mâchoire se crispa visiblement. Celle-là est vraiment importante pour la stabilité de notre ménage. Nous devons être sur la même longueur d'onde concernant les dépenses majeures et les décisions financières. Alors elle s'applique équitablement à nous deux, ai-je dit simplement. Chaque achat que tu fais de plus de 50 € nécessite ma discussion et mon approbation avant que tu ne le fasses. Tes dîners clients, tes nouveaux clubs de golf, tes frais de voyage d'affaires, tout ça. La vulnérabilité soigneusement construite disparut de son visage instantanément, remplacée par quelque chose de beaucoup plus dur et plus familier. Tu es complètement déraisonnable à ce sujet. Je suis cohérente, ai-je répondu d'un ton égal. Tu as accepté il y a 3 jours que les règles devaient s'appliquer équitablement aux deux partenaires. Soit elles le font, soit elles n'existent pas du tout. Il n'y a pas de juste milieu là-dessus. Tristan se leva brusquement du canapé, ses mouvements vifs avec une colère à peine contenue. Ce n'est pas ce que je voulais dire quand j'ai accepté. Et tu le sais parfaitement bien. Tu déformes mes mots délibérément pour me faire passer pour quelqu'un de contrôlant. Que voulais-tu dire alors? Ai-je demandé, réellement curieuse d'entendre comment il l'articulerait. Explique-moi pourquoi les règles devraient s'appliquer différemment à chacun de nous. Aide-moi à comprendre ton raisonnement. Il ouvrit la bouche pour répondre, puis la referma sans parler. Pendant un long moment, il m'a simplement regardé, et je pouvais le voir lutter intérieurement pour articuler quelque chose qu'il n'avait jamais été forcé d'examiner consciemment auparavant. Pourquoi croyait-il avoir le droit de contrôler mon comportement tout en restant incontrôlé lui-même? Pourquoi supposait-il que son autorité sur moi était naturelle et légitime alors que mon autorité égale sur lui était absurde et offensante? Ces questions avaient des réponses, bien sûr, mais c'étaient des réponses qu'il ne pouvait pas dire à haute voix sans révéler l'injustice fondamentale de tout ce qu'il avait jamais exigé de moi. Tu essaies délibérément de manipuler cette situation, dit-il finalement, sa voix basse et serrée par la frustration. Tu retournes tout pour me faire passer pour le méchant ici. Tes mots t'ont fait paraître déraisonnable, ai-je répondu calmement. Je te tiens simplement responsable de ceci. Si l'égalité est de la manipulation, alors qu'est-ce que cela dit de tes règles originales? Tristan s'avança vers moi, et pendant un bref instant, j'ai ressenti une lueur de la vieille peur conditionnée, la réponse profondément enracinée à sa colère qui m'avait gardé docile et petite pendant tant d'années. Mais je n'ai pas reculé. J'ai tenu bon fermement et j'ai croisé son regard directement. Et quoi qu'il ait vu dans mon expression, cela a dû le surprendre car il a arrêté son avancée à plusieurs mètres. Ce n'est pas fini, dit-il doucement, et cela ressemblait à la fois à une déclaration et à une menace. Je sais, ai-je répondu, mais ma position ne changera pas. Il me frôla brutalement et attrapa ses clés de voiture au crochet près de la porte d'entrée. J'entendis le moteur de sa voiture démarrer dans l'allée, entendis le crissement agressif du gravier alors qu'il accélérait trop vite dans notre rue. Et puis je fus seul dans la maison avec seulement le silence qui s'installait et mon propre cœur battant la chamade pour compagnie. J'ai marché lentement jusqu'à la table basse et j'ai regardé sa liste de règles soigneusement écrites. 15 articles séparés, chacun numéroté proprement, chacun représentant un morceau de mon autonomie qu'il avait tenté de revendiquer formellement comme sa propriété. J'ai ramassé le papier et j'ai relu chaque règle. Mais cette fois, je n'ai pas ressenti le poids écrasant de l'obligation ou l'impulsion familière de me conformer. J'ai ressenti quelque chose de beaucoup plus proche de la pitié. Il avait tellement besoin de cela, de cette illusion de contrôle sur un autre être humain, qu'il avait été prêt à risquer de détruire tout notre mariage pour la maintenir.
J'ai plié le papier soigneusement et l'ai glissé dans mon sac à main pour le garder en sécurité. Ensuite, je suis allé à la cuisine, je me suis versé un verre de vin rouge et je me suis assise à la table pour réfléchir clairement à mes prochaines étapes. Tristan n'est rentré que bien après minuit ce soir-là. Je l'ai entendu trébucher à travers la porte d'entrée, clairement ivre d'où qu'il ait bu, et se diriger d'un pas instable vers la chambre d'amis plutôt que vers notre chambre commune. Je suis resté éveillé dans l'obscurité pendant longtemps, écoutant les bruits de son installation dans le lit inconnu, et j'ai ressenti quelque chose que je ne m'attendais pas à ressentir. J'ai ressenti du soulagement, un soulagement profond et surprenant. Pour la première fois depuis des années, je ne m'inquiétais pas anxieusement de son humeur, de ses attentes, de ses jugements tacites sur mon comportement. Je ne répétais pas mentalement des excuses ni ne planifiais comment aplanir les choses le matin. J'étais simplement présente dans ma propre vie, allongée dans mon propre lit, respirant mon propre air sans demander la permission. Le silence de notre maison semblait paisible plutôt qu'oppressant pour une fois. Le lendemain matin apporta une autre confrontation comme je le savais. Tristan émergea de la chambre d'amis les ragards et avec la gueule de bois, les yeux injectés de sang et les mouvements lents et prudents. Il fit du café sans m'adresser un seul mot et je continuai ma propre routine matinale comme si rien d'inhabituel ne s'était passé entre nous. Quand il brisa finalement le silence, sa voix était rauque et enrouée. « Je pense que nous devrions voir un conseiller matrimonial, dit-il, ne me regardant pas tout à fait. Quelqu'un de professionnel qui peut nous aider à surmonter ce désaccord. » J'ai considéré sa suggestion attentivement avant de répondre. Le conseil pourrait véritablement représenter une tentative de réconciliation, une reconnaissance que notre mariage avait besoin d'une aide extérieure pour survivre. Mais cela pourrait aussi facilement devenir une autre tactique de manipulation, un moyen pour Tristan de recruter une figure d'autorité professionnelle pour valider sa perspective et me pousser à la soumission. J'avais lu des témoignages en ligne de femmes dont les partenaires contrôlants avaient utilisé la thérapie comme une arme, charmant le conseiller tout en dépeignant leur femme comme instable et déraisonnable. « Je suis ouverte au conseil, ai-je dit finalement. Mais j'ai une condition. Je choisis le thérapeute que nous voyons. » Ses yeux se plissèrent avec une suspicion immédiate. « Pourquoi devrais-tu être celle qui choisit ? Parce que je ne te fais pas confiance pour choisir quelqu'un qui sera véritablement impartial, ai-je répondu honnêtement. Tu as passé des années à me convaincre que ta perspective est la seule valable. J'ai besoin de quelqu'un qui verra les deux côtés de notre situation clairement sans idée préconçue. » Le visage de Tristan devint rouge d'une colère visible, mais il réussit à contrôler sa voix quand il répondit. « Très bien, tu choisis le thérapeute. J'accepterai cela. » C'était une autre concession, une autre fissure apparaissant dans son autorité. Il acceptait des conditions qu'il n'aurait jamais acceptées il y a même une semaine parce qu'il devenait désespéré de reprendre le contrôle d'une situation qui lui échappait totalement et rapidement. Je ne ressentais aucune satisfaction devant son désespoir, seulement une reconnaissance lasse que ce conflit était loin d'être terminé. Je trouverais un thérapeute spécialisé dans la reconnaissance des modèles de contrôle et de manipulation dans les relations. J'assisterais aux séances en toute bonne foi, espérant sincèrement que Tristan pourrait changer, que notre mariage pourrait d'une manière ou d'une autre se transformer en quelque chose de plus sain que ce qu'il avait été. Mais je n'abandonnerais ma limite sous aucune circonstance. Quoi qu'il arrive dans cette salle de thérapie, ma règle unique resterait fermement en place. Les règles s'appliquent équitablement ou elles ne s'appliquent pas du tout. La thérapeute que j'ai trouvée m'avait été chaudement recommandée par une collègue de travail dont la sœur avait réussi à échapper à un mariage abusif plusieurs années auparavant. Elle s'appelait Rosalie et elle se spécialisait dans les couples confrontés à des déséquilibres de pouvoir et à des dynamiques de contrôle coercitif. Lorsque j'ai appelé son cabinet pour planifier notre premier rendez-vous, elle a posé des questions réfléchies et approfondies sur notre situation et a écouté avec une attention particulière mes réponses. À la fin de notre conversation téléphonique, je me sentais prudemment optimiste quant au fait qu'elle verrait clairement notre dynamique conjugale. Notre première séance était prévue pour le jeudi soir suivant. En attendant, Tristan et moi existions dans un état de trêve fragile et malaisé. Il avait cessé de mentionner la liste formelle de règles, du moins verbalement, mais je le remarquais tester mes limites de manière plus petite et plus subtile tout au long de chaque journée. Un commentaire critique sur ma tenue qui portait une désapprobation indubitable. Une question pointue sur mes allées et venues qui ressemblait plus à de la surveillance qu'à une véritable curiosité. Un lourd soupir quand le dîner était servi 10 minutes plus tard que son heure préférée. Chaque fois que ces petits tests se produisaient, je répondais calmement mais fermement, refusant de m'engager dans la critique implicite ou de justifier mes choix parfaitement raisonnables.
quelque chose d'intéressant a commencé à se produire pendant cette période de tension. Sans la pression constante de ses attentes pesant sur moi, sans le travail émotionnel épuisant d'anticiper ses humeurs et de modifier mon comportement en conséquence, j'ai découvert des réserves d'énergie que j'avais complètement oublié posséder. J'ai commencé à me réveiller plus tôt que nécessaire, utilisant les heures calmes du matin avant le travail pour faire de l'exercice pour la première fois depuis des années. J'ai repris contact avec Béatrice, l'amie que j'avais abandonnée sur l'insistance subtile de Tristan il y a si longtemps, et j'ai été véritablement surprise de voir avec quelle rapidité et quelle chaleur elle m'a accueilli à nouveau dans sa vie. J'ai commencé à dire oui à des invitations sociales de collègues que j'aurais auparavant automatiquement déclinées. Et j'ai commencé à dire non aux exigences de Tristan que j'aurais auparavant acceptées sans question. Je me reconstruisais brique par brique, de l'intérieur vers l'extérieur. Tristan observait ces changements en moi avec une alarme croissante qu'il ne pouvait pas tout à fait dissimuler. Il pouvait me voir devenir plus forte, plus indépendante, plus pleinement et authentiquement moi-même. Et il comprenait instinctivement que cette transformation menaçait tout ce qu'il avait travaillé si dur à établir. Son contrôle sur moi avait toujours dépendu de ma faiblesse, de mon isolement d'autres systèmes de soutien, de mon estime de soi diminuée. À mesure que ces conditions changeaient, son pouvoir s'évaporait comme le brouillard du matin au soleil. La nuit avant notre première séance de thérapie avec Rosalie, Tristan fit une dernière tentative désespérée pour réclamer ce qu'il avait perdu. Il est venu me voir alors que je lisais tranquillement dans notre chambre, son expression soigneusement arrangée en quelque chose ressemblant à une humilité et un remords sincère. « Je sais que je n'ai pas été un mari parfait », a-t-il dit doucement, s'asseyant sur le bord de notre lit. « Je sais que je peux être contrôlant parfois sans vouloir l'être. Mais tout ce que j'ai jamais fait, c'est parce que je t'aime, parce que je veux protéger ce que nous avons construit ensemble. J'espère que tu peux comprendre cela. » Je l'ai regardé attentivement. Cet homme que j'avais épousé avec tant d'espoir et d'optimisme il y a 9 ans. Et j'ai ressenti un mélange complexe d'émotions tourbillonner en moi. Une partie de moi voulait sincèrement le croire, voulait accepter cette offrande de vulnérabilité et avancer ensemble vers quelque chose de mieux. Mais une autre partie de moi, la partie qui s'était enfin réveillée après des années de sommeil, reconnaissait exactement ce qu'il tentait de faire. Il ne s'excusait pas réellement pour le mal qu'il m'avait causé. Il recadrait son contrôle comme une expression d'amour, me demandant d'accepter son comportement en acceptant ses bonnes intentions. C'était une distinction subtile mais cruciale, et je ne la laisserai pas passer sans la contester. Si tu m'aimais vraiment, ai-je dit doucement, tu ne ressentirais pas le besoin de me contrôler. L'amour n'exige pas 15 règles. Son visage soigneusement composé devint très immobile, et j'ai vu le masque glisser juste un instant. Derrière, il y avait quelque chose de brut et de laid, une fureur d'être défié, une rage désespérée de perdre son emprise sur quelqu'un qu'il avait cru être sûrement et définitivement à lui. Puis le masque revint, et il hocha la tête lentement comme s'il considérait mes paroles. « Nous verrons ce que la thérapeute a à dire sur tout cela, » répondit-il, sa voix fraîche maintenant. C'était une menace déguisée en acceptation raisonnable. Il croyait qu'il pouvait manipuler le processus thérapeutique, qu'il pouvait charmer Rosalie et la convaincre qu'il était le partenaire raisonnable tandis que j'étais difficile et irrationnel, qu'il pouvait utiliser l'autorité professionnelle pour renforcer sa position et me presser de revenir à la conformité. Il ne comprenait pas encore que j'avais spécifiquement choisi quelqu'un formé pour reconnaître exactement ce qu'il tentait de faire. J'ai posé mon livre et j'ai croisé son regard directement. « Oui », ai-je convenu calmement. « Nous verrons certainement. » Cette nuit-là, j'ai dormi plus paisiblement que je ne l'avais fait depuis de nombreux mois. Quoi qu'il arrive ensuite, je ne menais plus cette bataille entièrement seul. J'avais trouvé ma voie, établi ma limite et refusé de l'abandonner, malgré toute la pression qu'il pouvait appliquer. La femme qui avait accepté de disparaître lentement était partie pour toujours, remplacée par quelqu'un prêt à prendre de la place dans le monde, à faire du bruit si nécessaire et à exiger sans excuse d'être traité comme une partenaire égale. Tristan avait construit tout son royaume sur la fondation de mon silence. Maintenant, il était sur le point de découvrir ce qui se passait quand ce silence prenait fin. Ma règle unique était devenue ma fondation solide, et les fondations, j'apprenais, pouvaient soutenir des structures entièrement nouvelles une fois que les anciennes s'effondraient. Notre première séance de thérapie avec Rosalie commença par des présentations prudentes et un examen approfondi des politiques de confidentialité. Tristan portait son expression la plus charmante et désarmante, celle qu'il déployait avec les clients et les collègues et toute autre personne qu'il voulait impressionner, celle qui faisait que les gens lui faisaient instinctivement confiance et voulaient l'aider à réussir. Je l'ai regardé jouer l'amabilité et le professionnalisme pour Rosalie,
et je me suis demandé si elle voyait clair dans son jeu aussi clairement que je le faisais enfin. Elle a commencé par demander à chacun de nous de décrire notre relation de notre propre perspective individuelle sans interruption de l'autre partenaire. Tristan passa le premier, peignant le tableau d'un mariage généralement heureux qui avait récemment rencontré quelques difficultés de communication inattendues. Il mentionna mes ambitions professionnelles comme une source potentielle de tension entre nous, suggéra diplomatiquement que nous avions des attentes différentes concernant les responsabilités ménagères et la gestion du temps, et exprima ce qui semblait être une véritable inquiétude quant au fait que j'étais devenu émotionnellement distante et insensible à ses efforts pour se connecter avec moi. Quand mon tour est venu, j'ai parlé simplement et directement, sans fioriture ni émotion excessive. J'ai parlé à Rosalie de la liste des 15 règles, en lisant plusieurs d'entre elles à haute voix à partir du papier que j'avais gardé. J'ai décrit les années de contrôle croissant qui avaient précédé ce document formel, l'érosion progressive de mes amitiés, de mon autonomie et de mon estime de soi. J'ai expliqué ma limite unique et la réaction de plus en plus hostile de Tristan à celle-ci. Je n'ai rien exagéré ni dramatisé. J'ai simplement dit la vérité telle que je l'avais vécue. Rosalie nous a écoutés tous les deux avec une neutralité professionnelle, posant des questions de clarification et prenant des notes soigneuses sur un bloc-notes. Quand nous avons tous deux fini nos déclarations initiales, elle est restée assise tranquillement pendant un long moment, puis a tourné toute son attention vers Tristan. « Pouvez-vous m'en dire plus sur ces règles que vous avez créées pour votre ménage ?» demanda-t-elle, sa voix calme et curieuse. Tristan se déplaça inconfortablement sur sa chaise. « C'était vraiment plus comme des directives que des règles rigides, dit-il rapidement. Des suggestions sur la façon dont nous pourrions gérer notre ménage plus efficacement et réduire les conflits entre nous. » Hélène les a décrites comme des exigences, observa doucement Rosalie. Elle a dit que vous les présentiez comme des attentes non négociables pour son comportement. Elle exagère la situation, répondit Tristan. Mais je pouvais entendre une nouvelle tension entrer dans sa voix. J'essayais simplement d'apporter un peu de structure et de prévisibilité à notre vie de famille. La plupart des couples ont des accords sur ces choses. Rosalie hocha la tête pensivement et prit une autre note. Et quand Hélène a demandé que ces directives s'appliquent équitablement à vous deux, comment cette demande vous a-t-elle fait sentir? La question sembla prendre Tristan au dépourvu. Il fit une pause visible, cherchant la bonne réponse, la réponse qui le ferait paraître raisonnable et juste plutôt que contrôlant et hypocrite. J'avais l'impression qu'elle se moquait de moi, a-t-il finalement admis, sa voix plus serrée maintenant. Comme si elle ne prenait pas mes préoccupations légitimes au sérieux, comme si elle essayait de transformer cela en un jeu. Quelles préoccupations essayez-vous spécifiquement d'aborder avec ces directives? Tristan fit un geste vague des deux mains. Des préoccupations concernant notre mariage, le maintien de la stabilité et de la prévisibilité, le maintien de limites et d'attentes appropriées pour nous deux. Des limites pour qui spécifiquement, pressa Rosalie doucement mais avec persistance. La question resta suspendue dans l'air entre nous. J'ai regardé Tristan réaliser avec une horreur naissante qu'il avait été habilement manœuvré pour révéler exactement ce que j'essayais de lui montrer depuis des semaines. Ces règles n'avaient jamais vraiment porté sur le partenariat, l'efficacité du ménage ou la réduction des conflits. Elles portaient sur le pouvoir, sur le fait de me contrôler tout en restant entièrement incontrôlé lui-même, sur l'établissement de son autorité comme permanente et incontestable. Je pense que ce qu'Hélène a demandé est tout à fait raisonnable, a dit Rosalie après que le silence inconfortable se soit suffisamment étiré. Si une limite ou une attente est assez importante pour s'appliquer à un partenaire dans un mariage, elle devrait logiquement s'appliquer aux deux partenaires équitablement. Sinon, ce n'est pas réellement un accord partagé ou une compréhension mutuelle. C'est simplement une exigence d'une personne envers une autre. Le masque plaisant et charmant de Tristan tomba entièrement. C'est exactement ce qu'elle veut que vous pensiez, dit-il, sa voix montant avec une colère à peine contrôlée. Elle a manipulé toute cette situation délibérément pour me faire passer pour celui qui est déraisonnable. Elle est très douée pour ça. Rosalie resta admirablement calme face à son accusation. Pouvez-vous me donner un exemple précis de sa manipulation? Aidez-moi à comprendre ce que vous voulez dire. Il ne le pouvait pas, bien sûr. Son accusation était purement réflexe, un mécanisme de défense familier qui fonctionnait bien quand il était la seule personne présente à pouvoir définir la réalité. Mais dans cette pièce avec un témoin professionnel impartial et formé, ses tactiques étaient transparentes et inefficaces. La séance a continué pendant encore 30 minutes, mais la vérité essentielle de notre mariage avait déjà été clairement établie. Rosalie voyait notre dynamique avec une clarté professionnelle et n'avait pas peur de nommer ce qu'elle observait.
Au moment où nous avons quitté son bureau ce soir-là, Tristan bouillonnait d'une fureur à peine contenue, et je respirais plus librement que je ne l'avais fait depuis de nombreuses années. Dans la voiture en rentrant, son calme a finalement volé en éclats complètement. Cette femme a manifestement un parti pris contre les hommes, cracha-t-il. Tu as clairement empoisonné son opinion de moi avant même que nous n'entrions là-dedans. Je lui ai dit la vérité, ai-je répondu calmement, regardant par la fenêtre passager les rues qui défilaient. La vérité n'est pas du poison, Tristan. Ta version tordue de la vérité, rétorqua-t-il, déformée et exagérée pour te faire passer pour la pauvre victime innocente. Je me suis tourné pour le regarder directement, et j'ai prononcé des mots que je portais en moi depuis plus longtemps que je ne l'avais réalisé. Je ne prétends pas être une victime. J'étais une partenaire qui a accepté un traitement profondément injuste pendant des années parce que je t'aimais et que je voulais désespérément que notre mariage fonctionne. Mais j'ai complètement fini d'accepter ces conditions. Soit nous devenons de véritables égaux dans cette relation, soit nous ne devenons rien du tout. Ce sont les deux seules options restantes. Le lourd silence qui suivit mes paroles fut absolu et final. Tristan fixait la route devant lui, ses jointures blanches là où elles agrippaient le volant. Et je pouvais le voir enfin traiter le fait indéniable que son contrôle sur moi avait officiellement et définitivement pris fin. Non pas parce que je l'avais quitté physiquement, mais parce que j'avais cessé de coopérer entièrement avec son système. Son pouvoir avait toujours dépendu fondamentalement de ma participation volontaire, et j'avais retiré cette participation complètement. Nous avons conduit le reste du chemin jusqu'à la maison sans échanger un autre mot. Quand nous sommes finalement arrivés, Tristan est allé directement dans la chambre d'amis et a fermé fermement la porte derrière lui. Je l'ai entendu passer des appels tard dans la nuit, sa voix basse et urgente à travers les murs. Et j'ai compris qu'il tendait désespérément la main à des alliés potentiels, des gens qui pourraient soutenir sa version des événements et l'aider d'une manière ou d'une autre à retrouver son équilibre perdu. Je l'ai laissé passer tous les appels qu'il avait besoin de passer. Je n'étais plus intéressé à contrôler son comportement, pas plus que je n'étais disposé à tolérer d'être contrôlé moi-même. Il pouvait appeler qui il voulait, dire ce qu'il jugeait nécessaire de dire. La vérité resterait la vérité quoi qu'il arrive, et ma limite resterait ma limite, peu importe qui était d'accord avec lui. Les semaines suivantes ont apporté la dissolution lente et douloureuse de notre mariage. J'ai consulté une avocate spécialisée en divorce, une femme vive et expérimentée nommée Geneviève, qui se spécialisait dans les séparations très conflictuelles impliquant des partenaires contrôlants. J'ai tout documenté soigneusement, sauvegardé chaque dossier et communication pertinent, et me suis préparé émotionnellement pour la bataille difficile que je savais m'attendre. Tristan sentait ce qui arrivait et commença ses propres préparatifs frénétiques. Mais il se battait depuis une position considérablement affaiblie maintenant. Ses tactiques de manipulation étaient visibles pour les autres, et il y avait des témoins professionnels qui comprenaient clairement ce qu'il faisait depuis des années. La deuxième séance de thérapie avec Rosalie confirma et approfondit ce que la première séance avait révélé. Elle identifia doucement mais fermement de multiples schémas de contrôle coercitif dans notre relation et recommanda une thérapie individuelle pour Tristan afin d'aborder son besoin profond de domination et son incapacité à fonctionner comme un partenaire égal. Il refusa sa recommandation avec colère, l'accusa de parti pris professionnel et d'incompétence, et sortit en trombe de la séance avant qu'elle ne se termine. Ce fut la dernière fois que nous vîmes Rosalie ensemble. Quand j'ai déposé les papiers du divorce 2 semaines plus tard, Tristan a été véritablement choqué, malgré tous les signes avant-coureurs. Une partie obstinée de lui avait continué de croire jusqu'à la toute fin que je finirais par céder, revenir à la femme docile et diminuée qu'il avait soigneusement créée, accepter à nouveau son autorité comme l'ordre naturel et approprié de notre relation. Les documents juridiques entre ses mains l'ont finalement forcé à comprendre que j'étais complètement sérieuse, que ma limite n'était pas une position de négociation conçue pour extraire des concessions, mais une ligne absolue que je ne franchirais plus jamais. Sa réponse au dépôt de la demande de divorce fut prévisible dans son désespoir. Il m'a menacé de ruine financière et d'humiliation sociale. Il a promis des batailles de garde vicieuses pour des enfants que nous n'avions pas et n'aurions jamais. Il a raconté à nos amis communs une version élaborée des événements qui me dépeignaient comme émotionnellement instable et cruellement déraisonnable. Il a tenté de monter ma propre famille contre moi. Bien que ma mère ait vu clair dans sa manipulation immédiatement et fermement, il a fait tout ce qui était en son pouvoir pour reprendre le contrôle d'une situation qui avait glissé de façon permanente hors de sa portée. Rien de tout cela n'a fonctionné parce que le contrôle nécessite la coopération de la personne contrôlée. Et j'avais cessé de coopérer entièrement et pour toujours. La procédure de divorce a pris 8 mois difficiles pour être achevée.
Ils furent épuisants et émotionnellement drainants. Mais j'avais Geneviève qui se battait habilement dans mon coin et j'avais Dominique au travail qui m'a promu au poste d'analyste senior pendant la période la plus difficile et m'a dit en privé qu'elle avait toujours su que j'étais capable de plus que ce que je m'autorisais à poursuivre. J'avais Béatrice qui m'a aidé à trouver un appartement et à passer un week-end entier à m'aider à déménager mes affaires pendant que Tristan était commodément en voyage d'affaires. J'avais ma mère qui est descendue de Villefranche plusieurs fois pour me tenir la main pendant les jours les plus durs et me rappeler pourquoi je me battais. J'avais une communauté de soutien dont Tristan avait passé 7 ans à essayer systématiquement de m'isoler, et chacun d'entre eux s'est présenté pour moi quand j'en ai finalement eu besoin. Le jour où le divorce fut officiellement finalisé, je me tenais devant le palais de justice au centre-ville de Lyon avec le soleil d'automne chaud et doux sur mon visage, et j'ai ressenti quelque chose que j'avais presque oublié être possible. Je me suis senti à nouveau moi-même, entière, présente et réelle. Dans les mois et les années qui suivirent le divorce, la vie soigneusement construite de Tristan continua de s'effilocher dramatiquement. Sans moi à contrôler, sans une participante volontaire à ses jeux de pouvoir, son dysfonctionnement fondamental devint visible pour tous ceux qui l'entouraient. Ses performances de vente au travail ont chuté brusquement alors que ses collègues commençaient à remarquer sa volatilité et sa manipulation. Ses amitiés se sont flétries et sont mortes à mesure que les gens reconnaissaient des schémas qu'ils avaient précédemment ignorés ou excusés. Dans les 18 mois suivant la finalisation de notre divorce, on lui a discrètement demandé de quitter son entreprise en raison de ce qu'ils ont diplomatiquement appelé des problèmes continus de performance et de relations interpersonnelles. Bien que j'ai appris par des connaissances communes que son comportement contrôlant envers ses collègues féminines était finalement devenu impossible à ignorer ou à tolérer. Il a finalement déménagé dans une autre ville cherchant un nouveau départ parmi des gens qui ne connaissaient pas son histoire ou ses schémas. J'espérais sans trop de conviction réelle qu'il pourrait utiliser cette opportunité pour une véritable réflexion et un changement significatif. Mais je soupçonnais, d'après tout ce que je savais de lui, qu'il trouverait simplement de nouvelles personnes à tenter de contrôler, de nouveaux systèmes à construire, de nouvelles fondations qui finiraient inévitablement par s'effondrer sous lui. Ce n'était plus mon souci ni ma responsabilité. J'ai souvent pensé, dans les mois calmes qui ont suivi, au moment unique qui avait tout changé dans ma vie. Assise à notre îlot de cuisine un mardi matin ordinaire, écoutant Tristan lire 15 règles conçues pour contraindre formellement mon existence. J'avais demandé un petit ajout. Les règles s'appliquent équitablement aux deux partenaires. C'était tout ce que j'avais demandé. Cette seule demande d'équité fondamentale avait suffi à exposer cette année d'injustice cachée, à fissurer complètement la fondation de son contrôle, à me mettre fermement sur le chemin du retour vers mon moi authentique. La vérité que j'ai découverte, c'est que j'avais toujours possédé le pouvoir de faire cette demande. Les règles ne fonctionnaient que parce que j'acceptais de les suivre. Le contrôle n'existait que parce que je participais activement au fait d'être contrôlé. Quand j'ai finalement retiré ma coopération, quand j'ai fermement insisté pour être traité comme un être humain égal, tout le système élaboré s'est effondré sous le poids de sa propre injustice fondamentale. Il avait été fragile depuis le début, maintenu ensemble uniquement par mon silence, ma peur et mon espoir mal avisé que la conformité me gagnerait finalement l'amour que je voulais désespérément. Je n'étais plus silencieuse. Je n'avais plus peur. Et j'avais appris que le véritable amour n'exige jamais que vous disparaissiez. Mon appartement actuel est petit mais entièrement et complètement à moi. Décoré selon mes propres goûts et préférences, organisé selon mes propres systèmes. Je me réveille chaque matin pour une vie que j'ai activement choisie, remplie d'un travail que je trouve véritablement significatif et de relations que j'apprécie vraiment. Je rends visite à ma mère régulièrement, je fais de la randonnée avec Béatrice la plupart des week-ends et j'accepte chaque opportunité de leadership à la Manufacture des Alpes qui se présente à moi. Je remplis à nouveau les pièces quand j'y entre. Je prends de la place dans le monde sans m'excuser. Je respire mon propre air librement. En regardant en arrière maintenant, je comprends que les 15 règles de Tristan ne concernaient jamais vraiment la gestion du ménage, l'harmonie conjugale ou la création de structures dans notre vie commune. Elles concernaient son besoin désespéré et insatiable de se sentir puissant, de contrôler quelque chose dans un monde qui lui rappelait constamment ses propres limites et inadéquations. Il se trouvait que j'étais pratique, disponible et disposé à être contrôlé pendant bien trop longtemps jusqu'à ce que soudainement et définitivement, je ne le sois plus. Ma seule petite règle m'a sauvé la vie. Pas dramatiquement, pas par une évasion physique d'un danger immédiat, mais par la révolution interne silencieuse de refuser d'être diminué plus longtemps. J'ai posé une seule limite, je l'ai tenue fermement contre toute pression et manipulation, et j'ai découvert dans le processus que j'étais bien plus forte que je ne l'avais jamais osé le croire. Tristan me voulait petite et gérable.
J'ai choisi à la place de grandir. Et à la fin, ce simple choix a suffi à briser tout ce qui me retenait et à construire quelque chose d'entièrement nouveau et beau à la place. Parfois, l'acte de résistance le plus puissant consiste simplement à refuser de se rétrécir pour s'adapter aux attentes de quelqu'un d'autre. Parfois, une limite tenue fermement peut absolument tout changer. Alors que j'écris ceci maintenant, installé confortablement dans la vie que je me suis battu si dur pour réclamer et reconstruire, je me surprends à penser à la femme que j'étais avant ce matin d'octobre. La femme qui avait appris à se rendre invisible pour survivre à son propre mariage. J'aimerais pouvoir retourner en arrière et lui dire qu'elle méritait tellement mieux. J'aimerais pouvoir lui montrer la vie qui l'attend de l'autre côté de sa peur. Mais je sais maintenant qu'elle devait trouver son propre chemin vers ce moment de clarté, son propre chemin pour se lever et dire ça suffit. J'ai posé ma limite en m'attendant à une résistance féroce et j'ai trouvé la liberté à la place. Le voyage n'a pas été facile et les cicatrices mettront des années à guérir complètement. Mais je suis là. Je suis entière. Je suis enfin et complètement moi-même et je n'ai absolument aucune intention de rétrécir à nouveau.